Pendant que le monde est en pleine ébullition, nous traversons comme ça des crises majeures sur le plan économique. Nous traversons nous sommes en pleine inflation, en pleine crise économique mondiale, en pleine crise énergétique, en pleine insuffisance alimentaire. Nous sommes en pleine crise institutionnelle. Nous avons l'inflation, la déflation, le chômage. Certains pays qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous avons comme ça le désert industriel. Le chômage bat son plein. Nous avons énormément aussi de tensions géopolitiques, géoéconomiques. Il y a des tensions, il y a des guerres. Pendant que les plus puissants se battent pour l'hégémonie mondiale, on voit la Chine, l'Amérique qui bombe le torse, l'Amérique qui met les tensions douanières sur la technologie, sur l'alimentation, sur les aides, sur les matières rares, sur les puces. On voit la Chine qui bombe aussi le torse. La question que je viens poser ici, pendant que ces pays-là se battent sur l'hégémonie, sur qui c'est qui va avoir la première place sur l'échiquier mondial, qui va contrôler l'économie, qui va contrôler la technologie, qui va contrôler la science, qui va continuer à nourrir le monde. Je viens au travers de cet échange vous poser la question, nous en Afrique, pendant ce temps, que pensent nos dirigeants? Que pense la population? Comment allons-nous faire pour pouvoir nourrir notre population? Pendant ce temps, comment est-ce qu'on pense notre agriculture? Comment est-ce qu'on pense notre développement? Comment est-ce qu'on pense pour pouvoir avoir la souveraineté sur le plan énergétique? Comment est-ce qu'on pense pour pouvoir avoir la souveraineté sur le plan technologique et scientifique? Comment est-ce qu'on pense pour avoir la souveraineté sur le plan de l'éducation? Comment est-ce qu'on pense pour avoir la souveraineté sur le plan de la défense? La question que je viens poser ici, comment allons-nous faire pour pouvoir nourrir nos 1,2 milliard de personnes? Nous sommes 1,2 milliard. On dit en 2050, on sera 1,5 milliard. Vers quel modèle d'agriculture doit-on aller? De toi à moi, tu penses qu'aujourd'hui, tu peux te lever et aller faire de l'agriculture industrielle, intensive, mécanisée, aller produire sur 100 hectares, 200 hectares, avec tes propres moyens? J'entends aussi dire qu'on se doit de copier le modèle brésilien. C'est quoi le modèle brésilien? Le modèle d'agriculture brésilien. C'est ce que je vais devoir développer ici. Doit-on aller copier le modèle d'agriculture brésilien? L'Afrique ne peut pas penser que son agriculture. Si on se doit d'aller copier le modèle brésilien, qu'est-ce que les Brésiliens ont de si particulier? Qu'est-ce qui fait la réussite de l'agriculture brésilienne? C'est là où je vais attirer ton attention. Pour toi qui vas aller produire, pour toi qui vas aller développer l'Afrique, pour toi qui vas aller entreprendre dans le secteur agro-pastoral, nous sommes tous unanimes que l'Afrique ne va que se développer que par ses forces vives. Beaucoup d'entre vous, vous êtes intéressés par le retour en Afrique, par le Back to Africa. Mais faisons attention. Le Back to Africa, le retour en Afrique doit se faire de façon pensée. Le Back to Africa doit être impulsé par nos dirigeants politiques. Oui, nous aimons tous nos pays. Nous aimons tous l'Afrique. Mais l'Afrique doit se construire de façon pensée. Je te demande de rester très, très attentif tout au long de ce partage. Parce que ce que je vais devoir partager ici, ça va changer ta vision des choses. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, intéressé par l'investissement, tu es intéressé par l'agro-pastoral, c'est des pépites que je vais partager ici avec toi. Donc, je vais parler ici sans condescendance, sans mépris, mais je vais nommer les choses. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Mes propriétés sont des fois un peu brutales. Oui, parce que la vie est brutale. Ce que nous sommes en train de vivre présentement sur le plan géopolitique, géostratégique, c'est brutal. Ça ne donne pas le lait. Donc, on ne va pas entreprendre ou investir
Comme j'ai coutume à te dire, avec les émotions, avec les belles paroles. On ne va pas entreprendre et aller investir uniquement parce qu'on dit qu'on vient chercher l'argent. On va entreprendre et investir parce que on vient répondre à un besoin qui est réel, besoin concret. Parce qu'on est prêt des fois aussi à perdre. Parce que investir, entreprendre, c'est prendre le risque. Alors, quel est le risque que nous sommes prêts aujourd'hui à prendre pour aller entreprendre dans le secteur agricole? Quels sont les risques? Donc, si tu es prêt à aller entreprendre en Afrique, assois-toi convenablement, écoute les risques. Parce que si tu n'es pas prêt aujourd'hui à perdre, ne viens pas entreprendre en Afrique. Ne viens pas entreprendre non plus même dans le secteur agricole. Parce qu'on nous vante à dire que le secteur agricole comme le secteur du Njambo. Non, le secteur agricole, c'est un secteur sûr et rentable, mais qui comporte les risques. Alors, on ne peut pas être là, on regarde le travail que d'autres pays, les pays dits aujourd'hui développés, le travail qu'ils ont abattu il y a plus de 100 ans, 150 ans, et penser que nous aussi, on peut copier comme ça facilement ce modèle-là. Vous êtes en train de voir ce que les agriculteurs européens sont en train de vivre. Vous voyez ce que les agriculteurs du monde sont en train de vivre. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle aujourd'hui du modèle agricole brésilien? Vous voyez qu'on parle toujours des fois par des slogans. Peut-être avant d'aller plus loin, moi qui te parle, qui suis-je? Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat. Voyez, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du tiroir. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces, c'est un business, de partager mon mindset. Donc, je suis dans le secteur agricole, dans la production telle que du palmier à huile, du jansan, du bitacola, de la cola kuminata, et des cultures vivrières Magnon Macabo Taro, sauf sur une superficie de 60 hectares. Donc, mon but ici, c'est de venir valoriser et vulgariser ces cultures-là. Valoriser tel que beaucoup de cultures comme ça, tel que négligées. Beaucoup de cultures ignorées même par la plupart d'entre vous, mais hautement rentables. Donc, le but ici, c'est, comme j'ai dit, venir contribuer à l'autosuffisance alimentaire de nos pays. Être utile tel que pour le pays, être utile pour le continent. Donc, si c'est thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne ici, afin de t'aider. Donc, moi j'ai coutume d'entendre plusieurs fois que si notre agriculture ne décolle pas, c'est parce qu'on travaille avec la houe. C'est parce qu'on travaille encore sur 2 hectares, 3 hectares. Ah, il faut industrialiser notre agriculture. Ah, il faut travailler sur 1000 hectares. Ah, il faut aller faire comme au Brésil. Ah, il faut aller faire comme en Occident. Donc moi, je viens interpeller la plupart d'entre vous en vous disant cash que aller entreprendre en Afrique, hein, ce n'est pas le voie bébé. Hein. Aller encore, c'est-à-dire qu'entreprendre dans le secteur agricole en Afrique, ce n'est pas le voie bébé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui entreprennent en Afrique. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui vont entreprendre dans le secteur agro-pastoral en Afrique. Beaucoup t'ont dit que blabla là parce que vous ne connaissez pas les challenges. Que nous qui avons pris le courage d'aller entreprendre dans le secteur agricole que nous traversons. Mais comment on peut se lever? On peut penser un temps soit peu que nous, en tant que personne lambda, on peut dire que venir prétendre régler le problème, c'est-à-dire que la souveraineté alimentaire dans nos pays respectifs en Afrique. Je te dis d'emblée que la souveraineté alimentaire relève
de l'autorité, c'est-à-dire que des dirigeants politiques. La souveraineté alimentaire de chaque pays relève de l'autorité des politiques. C'est les dirigeants politiques qui doivent assurer la souveraineté alimentaire. En quoi faisant? En apportant, c'est-à-dire que tu vois les commodités qu'il faut. Les commodités qu'il faut ici, c'est quoi? C'est développer déjà des grandes écoles scientifiques et technologiques sur le domaine de l'agro-pastoral. C'est de se rassurer, c'est-à-dire que d'avoir, c'est-à-dire que des laboratoires scientifiques et technologiques pouvant, c'est-à-dire créer des semences, avoir le contrôle sur ces semences, avoir, c'est-à-dire que des grandes universités, des grands lycées et collèges, des universités scientifiques et technologiques, de la mécanisation, donc promouvoir, avoir un département de recherche et développement. C'est l'État qui doit garantir la souveraineté telle que sur le plan énergétique. La souveraineté sur le plan, comme j'ai dit, de la recherche et de la science. La souveraineté sur le plan des infrastructures, les routes. La souveraineté sur le plan des industries. C'est l'État qui doit cartographier même les sols. Avoir mettre à la disposition des investisseurs, des entrepreneurs, des terres agricoles, analyser les sols. C'est l'État qui doit garantir que en termes des produits fongiques, avoir de l'engrais. C'est l'État qui doit se rassurer que les agriculteurs, les investisseurs, les entrepreneurs auront, c'est-à-dire à leur disponibilité, les produits fongiques, herbicides, fongicides, nématicides. C'est l'État qui doit aussi garantir, comme j'ai dit, la souveraineté en termes énergétiques. Le pétrole, le gaz, l'électricité, l'eau. Si nous ne sommes pas dans ce chemin-là, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que on se débrouille. Et ce que nous faisons présentement, nous nous débrouillons. Donc, si nous ne sommes pas là à demander, à faire en sorte de travailler main dans la main avec nos dirigeants politiques, ce qu'on fait, c'est une perte de temps. Parce que c'est ce que les autres pays ont fait, en fait. Le Brésil, qu'est-ce qui fait la force du Brésil? Ce qui fait la force du Brésil, c'est parce que le Brésil répond à tout ce que je viens de dire là. Le Brésil a la souveraineté telle que sur le plan énergétique, souveraineté sur le plan telle que technologie scientifique. C'est le Brésil qui fabrique ses propres semences. C'est le Brésil qui fabrique telle que sa propre mécanisation. C'est le Brésil qui est autonome sur le plan tel que de produits fongiques, les engrais, les herbicides, les nématicides, les fongicides. Le Brésil, sur le plan de la recherche, a des scientifiques de haut nom, de haute renommée. Le Brésil a les infrastructures, a les routes. Le Brésil, sur le plan de la connexion satellitaire, a des satellites. Le Brésil, sur le plan du numérique, est autonome sur le plan numérique. Le Brésil, sur le plan de la stabilité, c'est un pays qui est stable. C'est un pays où il y a de la justice. C'est un pays qui n'est pas déstabilisé à tout moment, à chaque fois. C'est un pays où il n'y a pas de la rébellion. C'est un pays où il n'y a pas de territoriaux. C'est un pays dans lequel il y a le marché. C'est un pays qui est souverain. C'est un pays dans lequel on a on a un peuple qui comprend que les intérêts de son pays. C'est un pays dans lequel que les institutions bancaires fonctionnent. C'est un pays dans lequel que la finance fonctionne. C'est un pays dans lequel il y a, quand on parle de banques, il y a des banques commerciales, il y a les banques d'affaires, il y a les fonds d'investissement, il y a les fonds de pension. Tu as des investisseurs. C'est un pays dans lequel ils savent travailler ensemble. Donc, lorsque l'État brésilien a mis toutes ces conditions en place, tu comprends aussi en même temps que le Brésil
Sans compter ça, la politique du Brésil, c'est quoi? Le Brésil aussi est béni. Pourquoi? Parce que le Brésil, c'est-à-dire que est dans la zone agroécologique, comme l'Afrique, c'est les tropiques. Il y a un sol qui est riche. Le Brésil a le même sol que nous. Oui, c'est pas là qu'on peut faire la comparaison. Le Brésil a le même sol que nous. Les pays d'Asie aussi, tels que l'Indonésie, la Malaisie, c'est les tropiques. Ils ont les mêmes sols que nous. Ils ont les mêmes caractéristiques que nous. Le Brésil a cet avantage aussi que ils font la promotion de plusieurs cultures, la diversité des cultures. C'est en ça que le Brésil est magnifique. Et nous avons cette chance là-dessus qu'on a une multitude de variétés de cultures chez nous. Et derrière ça, le Brésil a une politique agricole. Le Brésil encourage les petits producteurs. Le Brésil encourage les petits producteurs à se mettre en coopérative. Ce qui fait la force du Brésil, de l'agriculture brésilienne, ce n'est pas parce qu'ils sont sur 10 000 hectares. Voilà l'amalgame que beaucoup font. Ah non, le Brésil produit sur 10 000 hectares. C'est peu de personnes qui produisent sur 10 000 hectares. Et les personnes qui produisent sur 10 000 hectares, ce ne sont pas les personnes individuelles. C'est les fonds de pension, c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'investissement. Vous avez les fonds d'investissement comme BlackRock. Ce sont eux qui vont en Amazonie acheter 10 000 hectares, déforester 10 000 hectares pour produire le blé. Vous avez les fonds d'investissement, ce sont eux qui vont acheter les 5 000 hectares. Mais la politique que le Brésil a mis, c'est la politique qui encourage les petits producteurs, parce que c'est les petits producteurs qui font la force de l'agriculture brésilienne. Et comprendre aussi que le Brésil se repose sur une expertise qui date de plus de 500 ans. Oui, monsieur. Vous avez au Brésil des familles qui cultivent depuis plus de 100 ans. C'est normal qu'aujourd'hui, ils capitalisent. C'est-à-dire que les grands-parents ont commencé, ils sont des fois sur 4-5 générations. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, la population, c'est-à-dire que beaucoup évitent l'agriculture. Très peu sont intéressés par l'agriculture. Ce qui fait qu'on a des personnes comme ça qui viennent s'essayer. On a une diaspora qui vient s'essayer. Quand tu entends des chiffres que l'habitude vient s'essayer, des personnes qui ne veulent pas se former. Quand les personnes viennent s'essayer pour la première fois, c'est normal que tu échoues. Comment on peut venir te dire que non? Pourquoi l'agriculture décolle? Il faut que tu aies fait 5 000 hectares. De toi à moi. Tu penses que tu peux commencer, tu peux aller là maintenant, présentement là, aller embraser 1000 hectares. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on octroie les terrains en Afrique? À partir de 50 hectares, c'est le gouverneur qui donne l'autorisation. 100 hectares, c'est le président qui signe les documents. De toi à moi. Comment sont les démarches administratives au pays? Si tu dis aujourd'hui que tu as besoin de 100 hectares ou de 200, 300 hectares et qu'il faille la signature du président, de toi à moi, tu sais combien de temps ça va mettre? Tu sais combien d'argent tu vas perdre? Tu sais le nombre d'arnaques que tu vas avoir? De toi à moi, est-ce que tu auras même les moyens pour pouvoir acheter cette terre-là? Donc tu comprends que en Afrique, nous partons déjà avec beaucoup de désavantages. Et tu comprends que tant que l'État, nos États en Afrique, n'auront pas pris à bras le corps le domaine agricole, nous allons naviguer à vue. L'agriculture, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être sur 5 000 hectares. En Indonésie, c'est pareil. C'est les petits producteurs qui font la force de l'agriculture. Je le dis parce que c'est des pays que j'ai étudiés. C'est des pays que j'ai étudié leur fonctionnement. Et que, effectivement, oui, si on se met à vouloir fonctionner comme le Brésil, à fonctionner comme l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, c'est les petits producteurs. Ils produisent le palmier à huile.
Ils produisent l'EVA, ils produisent le poivre, ils produisent plusieurs cultures vivrières, plusieurs arbres fruitiers. C'est les petits producteurs. Et ils sont en association, en coopérative. Ils convergent donc maintenant vers les grandes industries. Si nos États ne sont pas en train de nous faciliter la tâche, oublions, c'est-à-dire que le secteur industriel, de toi à moi, tu ne peux pas aujourd'hui aller, même avec toute la bonne volonté du monde, aller développer le tissu industriel tant que tu n'as pas l'appui tel que de l'État. Tant que l'État ne t'accompagne pas, parce que quand je dis tout ça, l'État a mis tous ces commodités-là et l'État les accompagne au Brésil, en Indonésie, ici en Europe. L'État les accompagne. Les banques les accompagnent. Quand je dis l'État, l'État finance. Les banques financent. Ils ont dit que les fonds d'investissement, ils savent se mettre ensemble. Chez nous, en Afrique, on sait se mettre ensemble. Lorsqu'on se met ensemble, c'est pour arnaquer les nôtres. Vous n'avez pas eu comme ça plusieurs personnes qui sont venues en disant que venez donner votre argent, les fonds de participation, venez donner votre argent, on va vous faire les champs de tomates clés à main. Au bout de 3 mois, vous aurez 50%, vous aurez 200%. Venez vous donner votre argent, on va vous faire les champs de piments. Ça s'est soldé comment? Par les arnaques. Parce qu'une personne seule ne peut pas aller faire, parce que les choses ne sont pas structurées. Admettons que cette personne aille faire les champs de piments, les champs de tomates, pour des fois 3 000 ou des fois 10 000 souscripteurs. La personne va aller faire les champs de tomates sur combien d'hectares? Sur 200 hectares? 300 hectares? La personne va prendre 300 hectares où? Avec quelle technologie la personne va travailler? 300 hectares, les plantations ne sont même pas irriguées. On n'a pas la maîtrise de l'eau. Parce que nos États n'ont pas, justement, fait les études dans ce sens-là. On va cartographier les sols, on fait des bassins agricoles, on fait des pôles de production. Dans chaque région, on sait que ici, là, c'est l'ananas, ici, c'est le panier à huile, c'est le poivre, c'est le diançon, c'est le manioc, c'est le macabo, c'est le taro, c'est la banane plantaine, c'est les oignons, c'est le piment. On fait des pôles de production. On aménage des pôles de production tels qu'agricoles. On met toutes les commodités, les routes. Tu as les canaux tels que d'irrigation. Ça peut être les lacs Conti, ça peut être nos fleuves Conti. On aménage. On met la connexion, la communication. Tu as la connexion telle qu'Internet, tu as le réseau téléphonique. On met à la disposition les experts terrain, les ingénieurs agronomes, les techniciens agricoles ou les techniciens supérieurs agricoles. On met à la disposition telle que des experts sémenciers à chaque pôle. Voilà comment on pense les choses. Derrière ça, on pense aussi un système de transformation. On met derrière ces pôles de production des usines de transformation de chaque denrée. Derrière ça, avec l'énergie, c'est-à-dire électrique adéquate, pas des énergies à clignotant. Derrière ça, c'est-à-dire qu'on accompagne avec les produits phytosanitaires qu'il faut, de l'engrais qu'il faut. On met une usine, une unité de transformation, des différentes cultures vivrières. Ça embauche les gens. On crée des bases de vie. Derrière ça, on développe l'écoulement parce qu'il faut le marché. Les points de distribution. On va avoir aussi que derrière les hypermarchés. Ça se pense tout ça. Et vous voyez qu'en Occident, c'est comme ça qu'ils ont pensé leur marché. On peut aussi penser maintenant au marché extérieur. Mais c'est l'État qui doit faire tout ça.
C'est l'État. L'État doit venir en appui. C'est l'État qui doit penser. C'est des pans régaliens. Et dans tous ces secteurs, il faut de la sécurité. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans des pays instables. Des pays où il y a toujours de la rébellion. Des pays où il y a toujours des territoires. Parce que l'agriculture se fait dans l'arrière-pays. Donc, si notre modèle n'a pas été pensé, il faudra comprendre que peut-être que nous sommes encore dans les accords coloniaux. C'est que il y a des rapports de force qui ne veulent pas nous voir nous développer, qui ne veulent pas nous voir prendre notre autonomie économique, qui ne veulent pas nous voir produire et consommer ce que nous produisons, qui ne veulent pas nous voir parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde de rapports de force. À partir du moment où on devient autonome, on ne peut plus parler face. Vous voyez les rapports de force. Vous voyez ce que Donald Trump est en train de faire là, tout simplement. Donc, mes propos ici, c'est de vous dire, quand on est dans des situations comme ça, on se doit donc nous-mêmes de penser notre modèle agricole aujourd'hui. Et penser le modèle agricole, ça demande d'aller produire, comme j'ai coutume à dire, les cultures du terroir. Ça demande de travailler aujourd'hui avec les petits producteurs. Ça demande de structurer notre agriculture. Ça demande même de commencer à produire même de façon artisanale. Parce que je vous dis, nous ne sommes pas prêts à produire de façon industrielle. Tant que nos États, nos dirigeants, les dirigeants politiques ne vont pas prendre à bras le corps les choses. Tu ne peux pas parler industrie si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique. Quand je parle d'énergie, c'est le pétrole, le gaz, l'électricité, l'eau. Quand tu n'as pas les infrastructures. Mais tu vois que tous ces pays que j'ai cités là ont traversé dans ces secteurs, ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle des robots qui vont travailler. Alors que nous sommes encore là à lutter de façon artisanale. Eux, ils parlent des robots. Ils parlent de la 5G. Ils parlent d'aller sur la planète Mars. Ils ont des satellites. Aujourd'hui, on cultive, on a des tracteurs embarqués, tels que des technologies, on a des tracteurs qui sont connectés aux satellites. Comment est-ce qu'on peut être compétitif donc face à ces personnes-là? Vous voyez que toi et moi, on ne peut pas se lever. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont voulu aller faire des fermes de poulets, de 10 000 poulets, de 100 000 poulets, mais qui se sont cassés la gueule. Il y en a qui sont allés faire de l'industrie. Allez, prenons l'exemple. Seydou Keita. Seydou Keita, le footballeur malien. Vous connaissez, il a joué au Real, il a joué au Barça. Seydou Keita. La méga star qui ne connaît pas Seydou Keita. Il a eu cet appel d'aller aussi redonner à son pays ce que le pays lui a donné. D'aller construire une industrie de transformation en huile. Huile de soja, je pense qu'il fait aussi de diatropha, il y avait une chaîne aussi de fabrication de plastique. Il a investi combien? 9 milliards. 9 milliards. Donc, tu comprends que ce n'est pas une affaire d'argent. Mais le Mali, c'est lui qui est assez heurté à quoi? C'est lui qui est assez heurté au problème qui est là d'actualité. Le problème, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des tensions géoéconomiques, géostratégiques dans le monde, ça impacte l'économie africaine. Sur les problèmes énergétiques. Il avait installé les panneaux solaires, mais ça a des coûts 9 milliards. Mais sauf que lui, il n'a pas de plantation. Il devait se faire ravitailler par les producteurs de soja maliens. Mais les producteurs de soja maliens aussi sont impactés par la réalité économique mondiale, par la réalité géoéconomique, que les coûts des matières premières ont été multipliés par quoi? Par 10. Le sac d'engrais a été multiplié par 5. Les semences ont été multipliées. Les produits phytosanitaires ont été multipliés par 10. Certains n'ont pas pu produire le soja comme il le fallait.
Et lorsqu'ils ont produit le soja, le coût de production tel qu'a augmenté. Ce qui fait qu'ils ont vendu, ils ont vendu le soja à un coût exorbitant à Seydou Keita. Seydou Keita, lorsque lui, il vient maintenant transformer ce soja-là en huile, à combien il va vendre au consommateur final? Tout en sachant que le Mali, c'est un pays aussi qui est en difficulté. Vous connaissez que les récessions, les différentes sanctions que le Mali traverse. Vous savez que la situation économique dans laquelle le Mali traverse, tout le monde ne travaille pas. Le pouvoir d'achat n'est pas élevé. C'est lui qui a fixé le prix du bidon au prix homologué par le gouvernement malien. Mais la population s'est levée en disant que Seydou Keita est en train de dire que de les flouer, que Seydou Keita vient de se faire de l'argent sur le dos de la population malienne. Seydou Keita s'est levé en se disant, mais ce n'était pas son objectif. Il est venu investir 9 milliards de son argent propre pour apporter la force à l'économie malienne. Il a dit même avant que beaucoup de pays lui ont fait les yeux doux pour qu'il vienne installer cette usine-là, moyennant plusieurs faveurs, moyennant plusieurs exonérations. Mais il a préféré mettre ça au Mali. Et voilà ce que les Maliens sont en train de faire. Seydou Keita s'est retrouvé en train de vendre à perte. Il s'est retrouvé en train de faire des sorties que ce n'était pas ça son but. Et qu'est-ce qu'il a fait au final? Il ne s'est plus retrouvé en train de vendre sa production à la population malienne. Il allait vendre au Maroc, là où le pouvoir d'achat est élevé. Vous devez comprendre les enjeux. Que tant que nos États ne sont pas là pour nous accompagner, l'État malien pouvait être bien prendre, parce qu'un investissement comme ça embauche des personnes. 9 milliards, ça fait tourner l'économie du Mali. 9 milliards pour construire cette usine-là. C'est les Maliens qui ont travaillé dedans. Donc l'État malien devait aussi garantir le business de Seydou Keita en disant que oui, on voit ton coût d'investissement. Nous, on va subventionner, c'est-à-dire que l'achat de cette huile-là. Voilà ce qu'on va donner par bidon pour subventionner ton effort. C'est ce que plusieurs pays sérieux du monde font. Ici en Occident, c'est ce qu'ils font. Quand on parle d'accompagnement, c'est comme ça qu'ils font pour accompagner les investisseurs, les entrepreneurs. C'est comme ça. Parce que si c'était un pays, si c'était les investisseurs occidentaux qui venaient en Afrique pour mettre une usine comme ça, nos dirigeants politiques allaient leur donner toutes les facilités. On allait déjà des facilités d'importer, de faire entrer les produits sans payer les taxes, de construire des usines sans payer même certains frais. On allait peut-être les faciliter la fiscalité, même peut-être sur 10 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand toi, tu viens donc, avec tes fonds propres, venir dépenser 9 milliards, et que derrière, tu as un coup dur comme ça, tu vas t'en prendre à qui? Qui c'est qui viendra te rembourser ça? Alors qu'ici, en Occident, dans les pays comme le Brésil, je te dis, c'est les fonds d'investissement. Quand tu entends que 5 000 États, 10 000 États, c'est BlackRock. Tape BlackRock, fonds d'investissement BlackRock. BlackRock, ce n'est pas n'importe qui. C'est les multimilliardaires. C'est les compagnies comme Bayer, Monsanto. Ils ont des milliers d'hectares. Monsanto, tu penses que le Monsanto, c'est n'importe qui? Monsanto, c'est des multinationales qui dépassent les États. Alors, on a comme ça des personnes qui regardent ça, qui disent, non, on se doit d'aller produire 6 000 hectares, on se doit d'aller produire 2 000 hectares. Qui va te donner 2 000 hectares? Dans nos pays où nous sommes là, qui va te donner 1 000 hectares? Tu vas passer par où pour avoir 1 000 hectares? Dans nos pays où il n'y a pas de justice, dans nos pays où tu peux m'avoir 1 000 hectares du jour au lendemain, on vient t'arracher ça. Dans nos pays où les choses ne sont pas structurées. Donc, je répète encore que c'est à l'État, c'est à nos dirigeants de faire. Et est-ce qu'on peut donc dire,
rester les bras croisés en disant que non, il faut, tant que nos États ne font pas tel qu'on ne va pas faire, non. On se doit de venir faire, mais faire maintenant de façon stratégique. On peut se dire qu'on n'est pas autonome sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan des semences, sur le plan de la mécanisation, sur le plan on n'a pas des universités scientifiques, technologiques de renom. On n'a pas, quoi, les infrastructures, on n'a pas. Mais on choisit la stratégie de continuer à fonctionner de façon artisanale. Il n'y a pas de honte. C'est une stratégie. Et l'artisanat, ça donne de l'argent. Moi, c'est la stratégie que j'ai choisie, en fait. De dire, je viens prendre les cultures qui sont ignorées. Les cultures sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. Mais les cultures hautement rentables. Parmi la huile, le njansan, le bitacola, le poivre, la cola kuminata, la cola nizida, les rondelles, nos épices. On se doit d'aller vers nos cultures vivrières, le manioc, le macabo, le taro. Parce que là-dessus, non seulement c'est des cultures qui sont hautement rentables, mais c'est des cultures qui ont un fort taux de rendement, en fait. Parce que si tu veux aller sur les céréales, le maïs, le colza, le tournesol, le soja, le blond, ça te demande d'être sur des grosses superficies. Ça te demande d'être sur 100 hectares, 200, 300. Ça te demande de mécaniser. Tu vois, directement, tu exploses le coût de production. Ça te demande d'avoir un minimum d'1 million d'euros. Et 1 million d'euros, tu ne peux pas les avoir. Donc, ça fait qu'on va rester comme ça, à spéculer, à bavarder. Et ça aussi, ça cache la paresse que nous avons. Beaucoup de paresseux vont se cacher là-dessus que non, on se doit faire une action industrielle, on se doit d'être sur le tracteur. À quel moment tu pourras acheter un tracteur? Un tracteur, ça coûte dans les 100 millions, 200 millions, 300 millions. Dépendamment des chevaux. Même 500 millions, tu peux avoir. Moissonner le bateau, c'est même dans les 500 millions. Aller construire des bâtiments. Parce qu'eux, ils ont des normes. Parce que, oui, bien sûr, ils font tout ça, ils ont des normes. Et ces normes-là ne sont pas là pour nos beaux yeux. Ces normes-là, ce sont des normes protectionnistes. Pour nous empêcher de venir vendre dans le marché. L'avantage que le Brésil a, que tu entends les Européens sont en train de se plaindre, c'est que le Brésil n'a pas les mêmes normes que les normes européennes. Et comme le Brésil produit de tout, et aujourd'hui nous sommes dans un marché, c'est-à-dire que tu vois, de libre-échange, ces multinationales que j'ai citées, les Monsanto, les Bayer, les BlackRock, ces fonds d'investissement vont donc produire au Brésil, en Amazonie, sur des superficies à perte de vue. Et comme ils veulent faire des profits, il faut que ces produits viennent en Europe. Et comme ils ont du lobbying, ils sont puissants, ils font donc entrer ces produits en Europe pour faire de la concurrence déloyale aux producteurs européens qui, eux, ils ont des normes qui sont là, drastiques, qui les empêchent de produire d'une certaine façon avec des produits tels que toxiques et chimiques. Mais le problème, c'est que chez les Brésiliens, comme eux, ils encouragent la production telle que locale, ils ne sont pas regardants sur les normes. Donc tu vois que tu as des fermes au Brésil qui produisent les cochons, qui produisent de la volaille, comme au pays, avec les matériaux de récupération, qui produisent des stocks, parce que les normes sont assouplies. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est le travail des dirigeants politiques. Chez nous, les choses ne sont pas structurées. Quand tu viens, c'est avec ton argent propre. Aucune banque ne pourra t'accompagner. Parce qu'on sait que c'est des secteurs à risque. Nous n'avons pas les banques d'affaires. Nous n'avons pas les fonds d'investissement. Vous avez vu quel fonds d'investissement? Quand on fait même certains viennent faire les fonds participatifs, c'est pour arnaquer les gens. Et on va même peut-être vous dire arnaquer. Certains sont peut-être des fois sérieux, mais les contingences qui sont là qu'on ne contrôle pas, les contingences du réchauffement climatique. Tu peux aller faire un champ de tomates et que le soleil calcine tout. Parce qu'aller irriguer 100 hectares de tomates, vous savez le coût d'irrigation d'un hectare ou de 100 hectares? C'est dans ces mêmes coûts-là qu'on va vous donner les rentabilités de 400%. Vous comprenez qu'ils partent tout de suite avec l'arnaque.
On va aller faire, c'est-à-dire que 100 hectares de tomates. Comment est-ce qu'on écoule les tomates? Nous n'avons pas les unités de transformation de tomates. Dans quel marché on va écouler? Tu vois, c'est des choses qui se pensent en fait. C'est des choses qui se pensent. Oui, le Brésil, à tout égard, nous avons le même climat. L'Afrique a le même climat, du moins. Nous qui sommes en zone tropicale, en zone forestière, nous avons le même climat que le Brésil. On peut produire comme le Brésil. Mais pour cela, il faut une volonté politique de notre dirigeant. Une volonté. Et c'est à nos dirigeants politiques de mettre tous les garde-fous. Parce que les Brésiliens sont performants parce que les dirigeants politiques ont mis tous les garde-fous. Ils ont les meilleures écoles scientifiques, technologiques, les meilleures écoles pour la production des semences. Ils ont les meilleures écoles pour la production des équipements agricoles. Ils sont, c'est-à-dire que performants sur le plan de l'électronique. Ils sont performants sur le plan de la communication. Parce qu'ils savent se vendre, ils communiquent. Ils sont performants sur le plan, ils ont des satellites. Ils sont performants sur le plan des infrastructures. Ils ont des bombes qui vont dans les champs. Ils sont performants sur le plan énergétique. Ils sont performants sur le plan de l'agro-transformation, l'agro-industrielle. Ils distribuent. Ça se pense tout ça, les amis. Donc, on ne pense pas que on va aller produire sur 1000 hectares. Vous allez produire sur 1000 hectares et vous n'incluez pas vos dirigeants politiques. On va aller produire sur 1000 hectares. On n'est pas patriotique, on n'est pas patriote. Tu vas aller produire sur 1000 hectares et tu n'aimes pas tes dirigeants politiques. Tu penses que ça va marcher? Tu vas aller produire sur 1000 hectares, c'est toi qui dis qu'il faut qu'ils partent, il faut qu'ils partent. Il faut que ton dirigeant politique parte. Et tu vas aller produire sur 1000 hectares. Je viens de te faire comprendre que c'est le président qui signe l'autorisation d'obtention des terres à partir de 100 hectares. C'est la signature du président. Alors, nous qui sommes là, qui n'ont même pas nos dirigeants, qui disons que le problème, c'est nos dirigeants, à tort ou à raison. Nos dirigeants aussi, c'est que nous voyons comme des ennemis. Vous pensez qu'on peut venir faire une agriculture industrielle? C'est lui qui doit mettre sa signature. C'est lui qui doit ratifier des lois qui doivent favoriser, tel que tu vois, l'industrie. Mais si vous regardez, si on se regarde en chaîne de faïence, vous pensez que ça peut marcher, sans compter aussi les accords coloniaux qui sont là. Nous sommes dans un monde de rapport de force, les amis. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Les forts font ce qu'ils veulent et les faibles font ce qu'ils peuvent. Donc, pense à ça très bien. Donc, quand je viens te dire ici que va produire tes 1 ou 2 hectares de poivrier, si c'est l'argent que tu veux gagner, tu gagnes l'argent à chier caca. Et lorsque tu gagnes cet argent, si c'est la mécanisation que tu veux acheter, tu peux acheter la mécanisation. Mais tu ne peux pas acheter une mécanisation si ton pays, si les dirigeants politiques n'ont pas impulsé tes truc. Parce que tu vas acheter à combien? Parce que même si tu vas acheter la mécanisation, il faut qu'il y ait une politique interne qui favorise l'achat du matériel, qui te permet de ne même pas payer la douane. Mais comprendre aussi que un État qui fait ça, c'est un État qui est faible. Passer à ce qu'on appelle la souveraineté aussi sur le plan technologique. Si tu n'es pas en train de développer ta technologie et que tu consommes la technologie des autres, tu es colonisé, tu es faible. Et la souveraineté alimentaire, si tu n'es pas en train de produire ce que toi-même tu consommes, tu es faible, tu es colonisé, tu es dominé. Et la souveraineté n'est que scientifique. Et la souveraineté n'est que sur le plan économique, souveraineté sur le plan énergétique. Si tu n'es pas en train de produire toi-même ton énergie et que c'est les autres qui te fournissent, tu es faible. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. C'est pour ça que tu vois les tensions géoéconomie, géostratégie, sur les minéraux, sur l'énergie. Parce que chaque pays qui se respecte veut sa souveraineté, veut son autonomie. Si tu dépends des autres, mon ami, tu es faible. On te bouffe. On te bouffe. Oui,
Tu vois, ici, comme d'habitude, c'est toujours des partages pédagogiques. Hein. Donc maintenant, il faudrait que tu comprennes que tu ne peux pas penser industrie si tu n'inclus pas ton pays. Si ton pays n'est pas, si ce n'est pas dans l'agenda de ton pays, oublie. Parce que ça doit être dans l'agenda des dirigeants politiques. Favoriser l'industrialisation, favoriser l'industrie agricole, favoriser l'industrie agroalimentaire, favoriser l'autonomie énergétique, favoriser l'autonomie des infrastructures. C'est le pays qui doit construire ça. Si ton champ est à 100 mètres, à 100 km, si ton champ est à 100 km ou 200 km des points de vente, tu penses que c'est toi qui dois aller construire les routes. Tu penses que c'est toi qui dois aller faire des routes. Si tu n'es pas autonome sur le plan énergétique, tu vas faire quoi? C'est dans le domaine, c'est l'État. Parce que si tu vas investir donc sur tout ça, au final, tu vas vendre ton produit à combien? Parce que derrière, il n'y a pas le pouvoir d'achat. Il n'y a pas le pouvoir d'achat. Et entre-temps, comme nous sommes dans un monde de libre-échange, ces pays qui ont déjà traversé l'étape de la mécanisation, du pétrole, de l'électricité, du gaz, de la technologie, ils sont aujourd'hui dans l'ère de l'IA, que c'est les robots qui travaillent, ce n'est même plus les hommes. Nous sommes encore là à travailler manuellement. Donc, eux, ils produisent en masse. Ils viennent faire du dumping chez nous. Comment est-ce qu'on sera compétitif? C'est là où je vous interpelle à chaque fois. Comment est-ce que tu penses que tu peux être compétitif? Comment tu penses que tu peux être compétitif? Elon Musk a dit qu'il va même produire des robots où les hommes ne vont même plus travailler. C'est les robots qui vont travailler. Et quand c'est comme ça, tu vois que les robots viennent détruire la valeur des produits. Les produits ne vont plus rien valoir. Pendant qu'aujourd'hui, ils ont réduit les coûts de production, les produits, le coût de production ne vaut plus rien. Ils viennent te vendre ça à vil prix. Toi, tu es encore là, tu veux produire comme lui, mais tu produis encore manuellement. Comment tu vas être compétitif? Tu luttes encore avec l'énergie. Tu luttes encore avec le savoir-faire, la technologie, la science. Tu luttes encore avec les infrastructures. Tu ne sais pas comment faire pour acheminer. Tu luttes encore avec la mentalité même de ceux qui vont travailler. Ils sont là, ils ne viennent pas au travail. Ils sont paresseux. C'est des voleurs. C'est des gens qui ne veulent rien faire. C'est des personnes qui ont tous les deuils. C'est des personnes qui sont enceintes. C'est des personnes qui sont malades. C'est des personnes qui sont absentes. Qui vont réduire ton coût de production, qui vont faire en sorte que, alors qu'ils travaillent avec l'intelligence artificielle, avec les robots, comment tu vas être compétitif? Mon frère, ça demande la réflexion. C'est pour ça que lorsque tu vas produire le poivre, c'est pour ça qu'il faut être sur les valeurs rares. Je te dis que soit dans ton manioc, tu fais tes 10 états de manioc, tu ne demandes pas la mécanisation. Tu peux même encore venir faire ton bobolo de façon artisanale. Ton mitumba, ton miondo, ton chikwan, ton gari, ton tapioca, ton foutou, ton acheke, ton blakali, de façon artisanale. Tu sais un certain marché. Tu sais un certain marché parce qu'eux, ils sont à un niveau où on ne peut pas compétir avec eux. Tant que nos États ne vont pas prendre ça par le corps, on ne peut pas. Et la question que tu peux te poser, pourquoi nos États, pourquoi nos dirigeants politiques ne prennent pas ça par le corps? Question mark. Pourquoi est-ce que les dirigeants politiques africains ne peuvent pas faire comme ici en Europe ils ont fait? Une politique agricole commune. Question mark. Question mark. Question mark. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Pourquoi il y a une politique agricole commune? Question mark. Comme tu es en train de voir maintenant, Donald Trump est venu enlever la poussière sur beaucoup de choses. Non? Il nous dit, il est ce qu'il est, on peut l'aimer ou pas, mais il est en train de nous montrer les réalités en fait. Ce qui se faisait, c'est que dans les bureaux filtrés, il met ça en plein jour. Il est en train de casser tous les codes diplomatiques. Il casse tous les protocoles. Il montre que c'est la loi du plus fort. Ça a toujours été ça. Moi, je comprends, ce n'est pas des gaietés de cœur que nos dirigeants ne font pas ça. Nos dirigeants ne font pas tout simplement ça parce qu'on ne veut pas nous voir nous émanciper.
Comment tu vas t'émanciper que à chaque fois, tu es déstabilisé? Il y a toujours des troubles, il y a des rébellions, il y a les territoires. On crée toujours comme ça de la zizanie pour que, ton pays ne soit pas stable. Comment tu peux développer l'agriculture dans des zones de guerre? Mais les gens vont fuir, les gens fuient les villages. Mais c'est fait exprès. Mais réfléchissez. Comment tu peux aller faire 1000 hectares dans un secteur insécure, instable? On ne peut pas tout vous donner, les amis. Je ne peux pas tout vous dire ici. Réfléchissons. Réfléchissons. Donc, ça va demander beaucoup de courage à nos dirigeants. Vous avez vu certains de l'AES qui le font. Mais c'est comme ça que ça va demander. Et vous voyez que ce n'est pas de tout repos. C'est ça avait beaucoup de sacrifices, mais c'est ce que ça va demander. Donc, il ne faut pas aller penser que de façon naïve comme ça, on peut dire, bon, on va aller plus sur 1000 hectares. Mais je pense que nous sommes plus des plaisantins. Ici, je suis pragmatique. C'est pour ça que je dis qu'on se doit d'avoir nos dirigeants se doivent plutôt aujourd'hui de donner 50 hectares, de faire en sorte que chaque famille puisse avoir 50 hectares. C'est ce que le Brésil fait. Le Brésil encourage l'agriculture familiale. L'Indonésie, la Malaisie encouragent l'agriculture familiale. Et c'est l'agriculture familiale qui donne la force à leur agriculture. C'est les PME, les petites et moyennes entreprises qui font la force des grandes puissances ici. Oui, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Les grosses compagnies qui sont cotées en bourse sous-traitent aux petites et moyennes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises qui font la force de ces grosses compagnies qui sont cotées en bourse. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai coutume à vous dire que la finance est venue détruire avec le travail. Voilà ce que je voulais partager. J'attends ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de ça. Oui, en termes de zones agroécologiques, oui, nous avons avec les mêmes zones agroécologiques que le Brésil, que l'Indonésie, que la Malaisie. Mais en termes de stratégie, est-ce que nous avons la même stratégie? Non, nous n'avons pas la même stratégie. En termes d'implémentation, en termes de volonté politique, palpable, est-ce que nous avons les mêmes volontés politiques? Est-ce que nous avons les mêmes infrastructures? Est-ce que nous avons la même science, la même technologie? Est-ce que nous sommes souverains que sur le plan énergétique? Est-ce que nous avons de l'engrais, des pesticides? Est-ce que nous avons développé nos propres laboratoires de recherche? Sur le plan de la recherche et développement, est-ce que nous sommes assez pointus? Est-ce que nous avons nos propres normes? Oui, monsieur, parce qu'on se doit aussi d'avoir nos propres normes. Sur le plan de la juridiction des règlements, est-ce que nous avons des normes et des règlements qui protègent notre agriculture? Parce qu'eux, ils ont des normes. Ces normes-là sont protectionnistes. Tu ne peux pas aller produire en Afrique et entrer avec ça en Occident. N'importe comment. Les normes vont te bloquer. Or, à contrario, chez nous en Afrique, tout entre. Tout et n'importe quoi entre, sans contrôle, sans normes. Toi, tu vas aller produire et ton État, ton gouvernement ne te protège pas. Comment tu pourrais être compétitif? Tu vois, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que je te dis à chaque fois qu'il y a beaucoup de contingences. Des contingences externes, des contingences internes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte. On ne doit pas faire une agriculture de slogan ou d'émotion. Comment gagner des milliards? Comment devenir millionnaire? Comment gagner 10 millions par mois? Comment gagner 10 milliards par an? Comment gagner... Non. Comment tu fais sans stratégie? Comment tu fais lorsque tu n'as pas l'appui de tes dirigeants, lorsque ton État ne t'accompagne pas? Comment tu fais lorsque ton État ne te protège pas lorsque tu produis? Comment tu fais lorsque il n'y a pas une juridiction claire qui protège ton industrie des concurrents? Comment tu fais lorsque les banques ne t'accompagnent pas? Lorsque les banques qui sont même chez toi n'appartiennent même pas à tes semblables? Comment tu fais lorsqu'il n'y a pas de banque commerciale?
Comment tu fais lorsque chez toi, il n'y a pas de fonds d'investissement sérieux qui t'accompagnent? Comment tu fais lorsqu'il n'y a pas de fonds de pension? Comment tu fais lorsqu'il n'y a pas des infrastructures? Comment tu fais lorsque sur le plan de la recherche et du développement, tu dois encore aller compter sur l'expertise des autres, alors que nous sommes aujourd'hui dans un monde de rapport de force. Comment tu fais que lorsque tu sais que tu ne peux pas compter sur une main-d'œuvre qualifiée parce qu'il n'y a pas des écoles scientifiques et technologiques de qualité, il n'y a pas des universités de qualité pointue. Comment tu fais dans ce monde où c'est un monde de requins? Comment tu peux être compétitif? Comment tu peux penser à aller faire industrie? Alors que l'industrie, c'est un secteur qui est complexe, normé, qui rigoureux, qui demande l'excellence, qui demande d'être pointu. Comment tu fais? Eux, ils sont dans l'ère de l'intelligence artificielle, c'est les robots qui travaillent. Toi, tu es encore là en train de lutter d'avoir un personnel loyal, fidèle, qui aime le travail et qui a des compétences. Tu ne peux pas compétir, mon ami. Tu ne peux pas compétir. C'est pour ça que cette fois-ci, il te faut donc avoir plutôt maintenant. Aller vers les valeurs rares. Aller vers les valeurs rares, c'est d'aller vers le segment de l'agriculture naturelle, produisant tandis que sur petite échelle. Et comme ça, nous sommes plusieurs sur petite échelle. Aller vers la transformation artisanale. Parce que c'est un autre segment où là-dedans, il y a beaucoup d'argent. Je t'ai dit que l'industrie, on produit en masse, ça casse la valeur telle que du produit, on va moins cher. Mais l'artisanat, parce que c'est fait à la main, parce que c'est fait à petite échelle, ça a de la valeur, il y a du prix, il y a de la qualité. C'est un segment. En attendant que nos dirigeants politiques pensent à nous donner l'autonomie telle que sur tous ces secteurs, on peut continuer à garder notre savoir-faire et notre savoir-faire ancestral et jouer là-dessus. C'est une autre façon de se démarquer. C'est une façon de se démarquer. En attendant que nos dirigeants politiques légifèrent, mettent des lois qui vont préserver dans ce savoir-faire, protéger ce savoir-faire et ce savoir-faire faire, protéger notre terroir en créant des labels, indications géographiques protégées, appellation d'origine protégée, appellation d'origine contrôlée. Ça, c'est à nos dirigeants politiques de faire ça. Et c'est des mesures protectionnistes. Tant que nous ne sommes pas en train de faire ça, on navigue à vue. Vous voyez que nous sommes toujours en train de copier les autres. C'est à nos dirigeants politiques de le faire. Voilà la contribution que je voulais apporter. Mais en même temps, j'encourage tous ceux et celles qui veulent aller contribuer. C'est pour cela que je ne manque pas d'éloges. Je ne manque pas d'admiration. Je ne manque pas, c'est-à-dire que je continue d'encourager ceux et celles qui ont pris le courage d'aller entreprendre ou d'aller investir en Afrique. Parce qu'aller entreprendre ou investir en Afrique, c'est un parcours de combattant. Ne peut comprendre ça que celui qui a entrepris, que celui qui a fait le premier pas. Aussi petit soit-il, même si l'investissement tel que c'est, Jean Coutu m'a dit qu'il n'y a pas de petit commencement. Il n'y a pas de petit commencement. On commence toujours petit, mais c'est la vision qui doit être grande. Donc commençons petit, mais rêvons grand. Commençons petit là maintenant de façon modeste, de façon artisanale. Mais rêvons aussi tel que grand. Pour demain, pour la technologie, pour l'industrie. Mais commençons. Commençons déjà avec ce que nous avons. Commençons avec ce que nous avons. Même si aujourd'hui c'est avec la machette qu'il faut commencer. Même si c'est avec la daba ou avec la houe, commençons. Pour les raisons que j'ai citées, qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est à nos dirigeants de faire. S'ils ne sont pas en train de le faire, ben nous, on se doit de commencer avec le peu de moyens que nous avons. Et peut-être avec le temps, les choses vont se décanter. Voilà ce que je peux apporter. Moi, c'est ce qui m'a motivé d'aller faire l'agriculture. J'ai dit, je n'attends pas à aller faire sur 1000 hectares. Et comme je t'ai répété,
1000 hectares même, honnêtement, ça dépend des cultures. Nous avons des cultures qui ne nous demandent pas d'aller produire sur 1000 hectares. Nos racines, nos tubercules, les bananes plantaires, les bananes douces, ça ne te demande pas d'être sur 1000 hectares. Parce que nous avons les cultures qui produisent énormément à l'hectare. Et on se doit aussi de penser, c'est-à-dire à la démographie. Comprendre aussi que le développement rime aussi avec les inégalités. En allant prendre 1000 hectares, 10 000 hectares, 20 000 hectares, c'est des surfaces habitables qu'on va enrayer. C'est des populations qu'on va déplacer. C'est des inégalités que nous allons créer. Donc, on se doit penser notre modèle agricole au lieu d'être dans des copier-coller à 2 balles. Certains qui parlent même des fois n'entreprennent même pas. Certains qui parlent ne connaissent même pas l'agriculture. Certains qui parlent n'ont même jamais tenu la houe. Beaucoup qui parlent sont des paresseux qui n'ont jamais tenu la houe. Donc, on se doit de penser à tout ça. L'Afrique se doit de penser son modèle agricole. Voilà ma modeste contribution. J'espère que tu as aimé ce que j'ai partagé. J'espère que tu as appris des choses. J'attends aussi ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses et donne-moi aussi ton avis dans les commentaires afin de pouvoir faire grandir la communauté, afin qu'on puisse penser. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. On se doit de penser. On se doit de penser. On se doit d'apporter des suggestions, des solutions. On ne doit pas rester les bras croisés et attendre que les choses vont se faire. Non. Les choses ne se feront pas telles que d'elles-mêmes. C'est parce qu'on va passer à l'action petit à petit et puis arriver. Et ces pays ne sont pas arrivés là en claquant des doigts. Je vous dis, c'est des familles qui sont dans les domaines agricoles depuis plus de 50 ans, 70 ans, 100 ans. Certains, c'est des systèmes qui sont là depuis plus de 200 ans. On ne va pas prétendre venir du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts faire des choses. Non, ça demande le boulot, ça demande le travail. Donc voilà. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. J'ai un lien de bienvenue où je partage avec toi 10 de que tu es hautement rentable, que tu peux lancer dès la campagne, dès maintenant la campagne 2026 là. La campagne, ça commence quand nous on cultive encore avec l'arrivée de la pluie au mois de mars. Mais tu vois, si tu avais un système d'irrigation, si tu serais en train de produire, peu importe le temps, c'est encore la technologie. La technologie. L'agriculture ne se limite pas seulement dans l'aspect agronomique. L'agriculture, c'est la technologie. Tous les chaînes de valeur, c'est les médias, c'est la communication, c'est le marketing, c'est la vente, c'est la distribution. C'est énormément de choses, l'agriculture. Donc, c'est un secteur sur lequel nos dirigeants se doivent de se pencher. Quand je dis ici que c'est l'agriculture qui va résorber le chômage et créer de la richesse en Afrique, enrichir les Africains, c'est pas une vue d'esprit. Hein. C'est quelque chose qui se pense. Tous les corps de métier que nous faisons là aujourd'hui, c'est l'agriculture qui a créé tous ces corps de métier. Mais il faut qu'on se penche là-dessus, qu'on pense et on fait les choses correctement. Donc, sur ce, je t'attends dans les commentaires. Ciao!